Ma sœur a prétendu être atteinte d'un cancer pour ruiner mes chances d'intégrer une université de l'Ivy League. J'ai fini par dévoiler son mensonge et j'ai assisté, presque impuissante, à l'effondrement de sa vie. 2 ans plus tard, elle débarque devant chez moi, en pleurs, et me demande si on pourra redevenir sœurs un jour. Sacha était prête à tout sacrifier pour avoir le dessus sur moi, quitte à tout détruire, y compris elle-même. Plus jeune, je rêvais d'être la meilleure amie de ma grande sœur. Je m'habillais comme elle, je me lançais dans toutes ses passions. Mais au lieu de voir en moi une alliée, elle m'a peu à peu considérée comme sa principale rivale. Après chacune de ses victoires, que ce soit en course, à la danse ou dans n'importe quel hobby, elle s'empressait de me l'annoncer. « Tu paries que tu ne pourrais pas faire ça, hein ?» lançait-elle en me brandissant son trophée sous le nez. Plutôt que d'être jalouse, je la félicitais sincèrement. Je la serrais fort dans mes bras, mais ça ne faisait que la rendre plus furieuse. Parfois, elle me repoussait si violemment que j'en tombais. Ce n'est qu'à mes 12 ans que j'ai vraiment baissé les bras, le jour où nos parents m'ont offert un vélo rose à paillettes, exactement celui dont Sacha rêvait depuis toujours. Dès que je l'ai déballé, j'ai foncé dans sa chambre pour lui montrer mon cadeau, et je lui ai proposé de l'essayer en premier. « Bien sûr », a-t-elle répondu, un air malicieux sur le visage. Elle a demandé à l'essayer sur la route, et comme elle avait 16 ans, j'ai pensé qu'elle saurait faire attention. Mais au lieu de monter dessus, elle m'a regardé droit dans les yeux et a balancé le vélo sur la chaussée, pile au moment où un camion passait. Il s'est fait réduire en miettes sous mes yeux et là, j'ai eu le cœur brisé. C'est à ce moment-là que mon enfance s'est arrêtée pour de bon. Je me suis promis de ne plus jamais lui confier mes joies, ni même de la tenir au courant de ma vie. Pourtant, 2 ans plus tard, à 14 ans, j'ai remporté la première place au championnat régional de cross. Comme Sacha vivait toujours à la maison, elle a entendu mes parents en parler. Mais à ma grande surprise, au lieu de s'en agacer, elle m'a demandé si elle pouvait assister à la remise des prix. J'étais ravie, persuadée qu'elle voulait se rapprocher de moi. Le jour J, alors que l'entraîneur allait annoncer mon nom, Sacha s'est jetée par terre dans une crise théâtrale, attirant l'attention de toute la salle. Elle est restée inconsciente jusqu'à l'arrivée des secours. « Oh, pardon tout le monde !» s'est-elle excusée en se relevant d'un coup. « J'ai dû oublier de manger. » Tout le monde était soulagé, sauf moi qui n'en pouvais plus de ces manigances. Dès ce moment, j'ai commencé à cacher tout ce qui comptait pour moi, non seulement à Sacha et à nos parents, mais à toute la famille. C'était difficile, j'étais plus seule que jamais, mais il ne me restait que ça pour me protéger. Quelques années plus tard, à 17 ans, j'apprends que j'ai été acceptée dans une université de l'Ivy League. Mes parents découvrent la lettre avant moi et, fous de joie, m'inondent de photos et de messages fiers sur les réseaux sociaux. Pour la première fois depuis longtemps, je les laisse savourer ce bonheur, persuadée que Sacha ne pourra pas tout gâcher cette fois. Mais à peine le lendemain, je me réveille avec mes parents en train de fourrer toutes mes affaires dans des sacs poubelles. Ta sœur vient d'être diagnostiquée d'un cancer des ovaires, stade 3. Il lui faut de la place pour s'installer. Ma mère pleure, mon père retient ses larmes. Je comprends aussitôt que c'est une mise en scène. Il ne me manque qu'une preuve. Sacha rentre plus tard, sourire en coin, le crâne rasé, alors que je l'avais vue cheveux au vent il y a seulement quelques semaines. Elle s'installe, se plaint d'être épuisée par la maladie. Ce soir-là, je lui prépare son plat préféré pour gagner sa confiance. Après 2 semaines à squatter le canapé, elle organise une grande fête pour célébrer son courage, invitant même des filles de ma classe. L'occasion est parfaite. Au milieu de la soirée, je tape mon verre avec une fourchette. « Sacha, fais-nous un discours. On est tous fiers de toi. » Elle entame alors, larmoyante, le discours que je l'avais surprise à répéter devant le miroir. Profitant de l'émotion générale, je la serre dans mes bras puis, au moment de la lâcher, j'arrache sa perruque. Sa chevelure blonde tombe en cascade sur ses épaules. Sacha hurle. Ma mère pousse un cri à glacer le sang. Tandis que les invités ne comprennent rien, j'allume la télé à fond et diffuse la vidéo où on la voit s'exercer à son discours, sûre de n'être vue de personne. Mais au lieu d'assumer, Sacha s'enfuit dans la nuit en voiture. Je monte m'isoler dans ma chambre, laissant mes parents gérer le chaos. Le lendemain, je me fais réveiller par une gifle de ma mère. « Comment as-tu pu humilier Sacha alors qu'elle lutte contre le cancer ?» Je la fixe abasourdie. Sacha leur a raconté que je lui avais arraché ses extensions, qu'elle avait dépensé une fortune pour des rajouts invisibles, refusant qu'on ait pitié d'elle pour sa calvitie. Et mes parents, bien sûr, l'ont cru. Ils étaient certains que j'avais trahi leur pauvre fille malade en révélant son secret. Les jours qui suivent, ça ne fait qu'empirer. Sacha revient armé de faux dossiers médicaux. Bilan, rendez-vous, ordonnance, tout est parfaitement imité, jusqu'à l'entête. Mes parents sont complètement dupés. Après, elle a commencé à raconter à tout le monde que j'étais toxique avec elle, que je la harcelais à propos de son cancer. Elle disait que j'étais jalouse de toute l'attention qu'elle recevait, que je voulais sans cesse ramener la conversation à mon admission à la fac. Mes parents, paniqués, ont pris un rendez-vous en urgence chez une psychologue pour moi. Ils lui ont expliqué que, selon eux, je montrais tous les signes d'un trouble de la personnalité narcissique et que j'avais besoin d'une aide immédiate. La psy était sceptique au départ, mais mes parents étaient tellement convaincus qu'elle a fini par accepter de me voir 2 fois par semaine.
Ces séances étaient un vrai calvaire. Je devais rester assise face à cette femme qui me demandait pourquoi j'aurais eu besoin de faire du mal à ma sœur malade. Elle voulait absolument creuser mes supposés accès de jalousie et ma prétendue soif d'attention. J'ai bien essayé de lui expliquer que Sacha mentait, mais ça n'a fait qu'aggraver les choses. La psy hochait la tête en notant que j'étais dans le déni. Pendant ce temps, Sacha prenait ses aises à la maison. Elle organisait de petites réunions où toute la famille élargie venait admirer la courageuse malade. Elle en profitait pour glisser des remarques à peine voilées sur la difficulté d'avoir une sœur absente. Jamais assez explicite pour qu'on lui reproche quelque chose, mais juste assez pour que tout le monde se retourne contre moi. J'ai alors commencé à tout noter. À chaque contradiction, chaque détail louche, je l'écrivais. Par exemple, quand elle prétendait avoir séance de chimio un mardi et postait des selfies au centre commercial le même jour, je faisais des captures d'écran. Je montais un dossier, mais il me fallait quelque chose de vraiment solide. Un soir, je suis rentrée tard du lycée après avoir bossé sur un projet à la bibliothèque, et en ouvrant mon ordi, je découvre l'écran fendu. Impossible de démarrer. Tout mon travail scolaire avait disparu. Des années de devoirs et de projets envolés. Le clavier était tordu, comme si quelqu'un avait marché dessus délibérément. J'ai trouvé Sacha dans la cuisine en train de se faire un thé. Elle m'a lancé un sourire et a lâché. La technologie, parfois, c'est vraiment imprévisible. Puis elle a ajouté, l'air de rien, « Tu avais bien sauvegardé tes dossiers pour la fac, j'espère ?» Son ton ne laissait aucun doute. Elle savait parfaitement ce qui était arrivé à mon ordi. J'ai passé la semaine suivante à tout recommencer de mémoire, à supplier les profs pour obtenir des délais. Certains m'ont cru, d'autres ont pensé que je trouvais des excuses bidons. Le stress a fait chuter mes notes. Au lycée, des rumeurs ont commencé à circuler, prétendant que j'étais instable. Quelqu'un a raconté que j'avais agressé ma sœur malade lors de sa propre fête de soutien. Des amis de longue date ont commencé à m'éviter, et petit à petit, je me suis retrouvée seule à la table du déjeuner. Puis, la fameuse lettre de mon université de rêve est arrivée. Ils avaient reçu une dénonciation anonyme concernant mon comportement et voulaient discuter de mon inscription. Apparemment, quelqu'un les avait alertés sur le fait que j'intimidais un membre gravement malade de ma famille. Ils devaient enquêter avant de valider mon dossier. Je savais que c'était Sacha, mais je n'avais aucune preuve. Elle avait pris soin de rester dans l'ombre, mais elle a commis une erreur. Elle avait utilisé dans sa lettre des expressions qu'elle employait sans cesse. J'ai tout de suite reconnu sa façon d'écrire. Alors j'ai décidé de redoubler de ruse dans ma collecte de preuves. J'ai acheté des mini-enregistreurs vocaux que j'ai dissimulés un peu partout dans la maison, espérant la surprendre en train d'avouer quelque chose, persuadée d'être seule. Je les ai glissés derrière des cadres, sous des tables, partout où elle pouvait baisser la garde. Les enregistrements ont révélé bien plus que je n'aurais imaginé. Tard le soir, j'entendais Sacha au téléphone se moquer de la naïveté de nos parents, sa voix pleine de mépris résonnant à travers les cloisons, tandis qu'elle décrivait leurs airs inquiets. Elle se vantait auprès de ses amis d'avoir récupéré ma chambre et saboté mes projets, ponctuant chaque révélation de rire cruel. Parfois, elle imitait la voix inquiète de notre mère, exagérant à tel point que ses copines éclatèrent de rire à l'autre bout du fil. J'ai tout sauvegardé sur plusieurs clouds, tremblante, en multipliant les copies de sauvegarde. Chaque enregistrement était daté, classé, retraçant des semaines de mensonges. Mais il me fallait quelqu'un prêt à écouter. Mes parents étaient dans un tel déni que leur regard se vidait dès que j'abordais les incohérences du récit de Sacha. Ils changeaient aussitôt de sujet ou prétextaient une urgence dès que je parlais d'elle. C'est là que j'ai pensé à tante Hélène. Elle avait toujours eu des doutes sur Sacha, même quand on était petite, et elle l'avait déjà surprise à mentir lors de repas de famille. C'était la seule à avoir remarqué quand Sacha avait prétendu avoir gagné un concours d'orthographe dans une école qui n'en organisait même pas. Hélène habitait à 2 heures de route, mais peut-être accepterait-elle de m'aider. Je l'ai appelée depuis une cabine téléphonique au lycée parce que Sacha surveillait mon portable. La cabine, planquée derrière le gymnase, puait la rouille et le vieux chewing-gum. Le combiné était glacé contre mon oreille pendant que je glissais les pièces, les doigts tout engourdis. Hélène a décroché au 3e appel. Sa voix chaleureuse m'a tout de suite rassurée. Je lui ai tout déballé d'un trait, les mots se bousculant, impossibles à retenir. Elle est restée silencieuse un long moment, puis elle m'a dit qu'elle aussi avait eu des doutes, surtout en constatant que l'histoire du cancer de Sacha changeait constamment. Un coup, c'était un lymphome, puis une leucémie, puis une maladie rare qui changeait de nom à chaque fois. Hélène a accepté de venir ce week-end, en promettant de faire semblant de soutenir Sacha, mais de venir voir les preuves que j'avais rassemblées. Sa voix avait ce ton ferme dont je me souvenais quand elle m'aidait avec mes devoirs de maths. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie comprise. J'ai raccroché, pleine d'espoir, et mon sourire a attiré les regards curieux des autres élèves. Ce vendredi-là, en rentrant, j'ai découvert que tous mes enregistrements avaient disparu. Chaque appareil avait été enlevé de sa cachette. Le tiroir sous mon bureau était vide. La poussière dessinait encore l'empreinte des enregistreurs. La boîte dans mon placard avait été vidée. Même les clés USB de secours planquées dans une vieille chaussure s'étaient volatilisées. Sacha était affalée sur le canapé, plongée dans un magazine People, les jambes repliées sous elle, faisant défiler les pages d'un air désinvolte. Quand je lui ai posé la question, elle a répondu, sans quitter son magazine des yeux, qu'elle ne voyait pas de quoi je parlais. Sa voix était d'une innocence feinte, parfaitement maîtrisée, comme si elle avait répété la scène devant un miroir. Ne me restait plus que mes sauvegardes sur le cloud, mais la paranoïa venait de s'installer. Cette nuit-là, j'ai changé tous mes mots de passe et activé la double authentification partout.
J'ai même créé de faux comptes avec de fausses preuves, au cas où elle réussirait à s'introduire jusqu'à eux. Mes doigts couraient nerveusement sur le clavier, ajoutant couche sur couche de protection numérique. J'utilisais des gestionnaires de mots de passe et des questions de sécurité inspirées de détails connus de moi seule. Des livres que Sacha n'avait jamais ouverts, des lieux où elle n'avait jamais mis les pieds. Hélène est arrivée samedi matin avec un gratin encore chaud et une mine inquiète. Elle arborait ses colliers de perles, ceux des grandes occasions, et ses cheveux gris impeccablement coiffés. Elle a serré Sacha dans ses bras, lui glissant combien elle la trouvait courageuse, avec un talent de comédienne qui n'aurait rien à envier aux grandes actrices. Sacha en a profité pour raconter ses soi-disant traitements, jouant la difficulté et parvenant même à faire trembler sa voix au moment parfait. Je les observais depuis la cuisine, mordant ma langue jusqu'au sang. Le gratin trônait sur le plan de travail, diffusant une odeur chaleureuse d'enfance à laquelle je n'avais plus droit. Plus tard, Hélène m'a proposé de voir ma chambre pour m'aider à la réaménager, sous prétexte que je l'avais laissée à Sacha. Une excuse bien trouvée, impossible à soupçonner. Une fois seule, je lui ai tout montré sur mon téléphone. Enregistrement, capture d'écran, la chronologie méticuleuse des mensonges que j'avais accumulés. Chaque élément était annoté, relié aux autres. Je voyais son visage se fermer, sa mâchoire se raidir à mesure qu'elle découvrait les preuves, surtout en entendant les ricanements cruels de Sacha. Elle a dû s'asseoir sur mon lit en apprenant que Sacha prévoyait de subtiliser ma lettre d'admission à la fac. On a tout passé au crible pendant 1 heure. Hélène a repéré des incohérences qui m'avaient échappé. Sacha affirmait avoir chimio tous les lundis, mais n'était jamais absente le mardi. Tous ces documents médicaux affichaient le même filigrane, alors qu'ils devaient venir de cabinets différents. Elle a souligné que la police de caractère et les marges restaient identiques, que la terminologie médicale sonnait bizarrement, comme si elle avait été trouvée sur Google au lieu de provenir de vrais documents. Ses années passées dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les erreurs médicales lui avaient donné l'œil pour repérer les vrais dossiers. Hélène a dit qu'elle en parlerait à mes parents, mais qu'il fallait avancer avec prudence. Si on force trop, ils vont se fermer et on n'arrivera à rien. Elle savait de quoi elle parlait. Elle l'avait déjà vécu avec ses propres frères et sœurs. La confrontation frontale ne fait que braquer ceux qui préfèrent croire aux mensonges. Elle a proposé d'attendre le dîner, quand tout le monde serait plus détendu. J'ai accepté, même si l'idée d'attendre me rendait malade, l'estomac noué par l'angoisse. On a passé l'après-midi à faire semblant, à aider maman en cuisine, à écouter les anecdotes de boulot de papa. Au dîner, Sacha était en pleine représentation. Elle jouait à repousse sa nourriture, soupirant que le traitement lui coupait l'appétit. Elle a picoré 3 minuscules morceaux de poulet, découpés en portions ridicules pour accentuer l'effet. Aussitôt, maman a proposé de lui préparer autre chose, quittant la table dans la précipitation. Papa lui a frotté l'épaule, la voix tremblante d'émotion, lui répétant qu'elle était d'un courage admirable. L'atmosphère était irrespirable sous ce déferlement de compassion factice. Hélène a commencé en douceur, demandant des précisions sur le protocole de Sacha et le nom de l'hôpital qui la suivait, comme si elle parlait simplement du temps qu'il faisait. Sacha a éludé la question, invoquant la confidentialité et la volonté de ne pas inquiéter la famille avec trop de détails. Hélène a insisté, précisant qu'elle connaissait une amie oncologue qui pourrait peut-être aider, téléphone à la main, prête à appeler. L'œil de Sacha a tressailli, mais elle a vite étouffé la panique en essuyant de fausses larmes. « Merci, c'est adorable, mais mon équipe gère tout. » Hélène a alors demandé le nom de l'oncologue pour lui envoyer une carte de remerciement. Brusquement, Sacha a prétexté un besoin pressant d'aller aux toilettes, raclant sa chaise bruyamment, se relevant avec une lenteur étudiée, la main glissant contre le mur pour accentuer sa faiblesse. Son absence a laissé un vide étrange. Hélène en a profité pour interroger mes parents. Les avait-ils déjà accompagnés à un rendez-vous? Maman a avoué, mal à l'aise, qu'elle n'en avait jamais eu l'occasion, Sacha insistant toujours pour se débrouiller seule. Elle triturait sa serviette sur ses genoux, visiblement gênée. Papa a ajouté que Sacha voulait les épargner, protéger la famille de la dure réalité, les mains serrées sur la table au point de faire grincer le bois. Hélène a discrètement enregistré la conversation sur son téléphone, au cas où Sacha tenterait de se rétracter. Je me sentais comme anesthésiée, spectatrice impuissante de l'effondrement de ma propre famille. Tout me semblait irréel. La nourriture intacte sur la table avait quelque chose d'absurde dans ce chaos, mais Sacha n'avait pas dit son dernier mot. Elle s'est jetée sur moi en hurlant que j'avais tout gâché. Ses ongles ont éraflé le bras de maman qui tentait de s'interposer. Du sang a perlé le long de son poignet, réveillant tout le monde de sa torpeur. Les gouttes rouges souillaient la nappe blanche, s'étalant en petites roses. Maman fixait son bras, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Papa a attrapé Sacha, l'empêchant d'aller plus loin. Elle se débattait, hurlant qu'elle me haïssait, que je lui avais volé sa vie dès ma naissance, que chacun de mes succès n'avait fait que la faire passer pour la mauvaise. Des années de rancœur ont éclaté d'un coup, dans une voix brute, presque animale. Même le chien du voisin s'est mis à aboyer, comme s'il sentait la tempête à travers les murs. Hélène a appelé les secours, tandis que papa tentait de maîtriser Sacha. Elle a donné l'adresse d'une voix posée, son instinct d'avocate prenant le dessus. Les ambulanciers sont venus pour soigner le bras de maman, mais ils ont aussi emmené Sacha, qui était dans un tel état qu'ils ont craint qu'elle ne se fasse du mal. Pendant qu'ils l'emmenaient, elle hurlait sans relâche que tout était de ma faute, sa voix perçant le silence de notre rue endormie. Les lumières des porches se sont allumées. Les voisins jetèrent des coups d'œil derrière leurs rideaux.
Après ça, la maison a paru vide. Maman a eu droit à des points de suture et à des antibiotiques. Le médecin a dit que les griffures étaient de profondes, mais qu'elles cicatriseraient sans problème. On lui a nettoyé et pansé le bras avec une douceur professionnelle. Papa l'a ramené, le trajet s'est fait en silence, rythmé seulement par le bruit du moteur. Aucun de nous ne trouvait les mots. Le bracelet d'hôpital de maman brillait sous les lampadaires quand nous sommes arrivés dans l'allée. Ce soir-là, mes parents m'ont fait asseoir pour me présenter leurs excuses. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient été tellement bouleversés par le diagnostic de cancer qu'ils n'avaient jamais remis en question l'histoire. Ils voulaient soutenir leur fille malade et, sans s'en rendre compte, avaient cautionné ses mensonges. Maman a fondu en larmes en évoquant la gifle qu'elle m'avait donnée, posant sa main sur ma joue avec une tendresse infinie. Ce geste n'avait plus rien à voir avec celui de ce jour-là. Il était plein de douceur et de regret. Je leur ai raconté tout ce que Sacha m'avait fait subir au fil des années, non pas par vengeance, mais pour qu'ils comprennent que tout cela ne datait pas d'hier. Ils ont été bouleversés d'apprendre l'histoire du vélo d'anniversaire, de la cérémonie de remise des prix. Ils n'avaient aucune idée de l'ampleur de la situation, chaque révélation les choquait comme un coup physique. Papa n'arrêtait pas de secouer la tête, répétant qu'il était passé à côté de tant de signes. Nous sommes tombés d'accord. Sacha avait besoin d'une vraie aide, d'une thérapie adaptée, pas de celle qu'on m'avait imposée à moi. Papa a passé des coups de fil, trouvé un centre spécialisé dans les troubles de la personnalité qui pouvait la prendre la semaine suivante, si elle acceptait. Il a passé des heures au téléphone, noircissant des pages de noms, numéros, prises en charge, méthodes de traitement, taux de réussite. Il faisait ses recherches comme si sa vie en dépendait. Pendant ce temps, il fallait que je me reconstruise. L'université enquêtait toujours sur la plainte anonyme. J'ai transmis l'enregistrement de l'aveu de Sacha, accompagné d'une lettre d'Hélène expliquant la situation, ainsi que les notes du psy qui prouvaient que j'étais la victime, pas la harceleuse. Chaque document me rendait un peu de fierté et de dignité. Le responsable des admissions m'a appelé personnellement pour s'excuser du malentendu. Pour le lycée, c'était plus compliqué. Les rumeurs ont la vie dure, surtout dans un petit établissement où les commérages font la loi. Certains m'ont cru, d'autres pensaient que je cherchais seulement des excuses. Je me suis raccrochée à mes vrais amis et j'ai ignoré les chuchotements qui circulèrent dans les couloirs. Ça faisait mal, mais j'avais connu pire. Mes profs d'AP ont été d'un soutien précieux, ayant vu mon sérieux et mon implication. Les enseignants se sont montrés plus compréhensifs. Quand j'ai expliqué pour l'ordinateur portable et montré le rapport de police que papa avait déposé, ils m'ont accordé des délais. Pendant des semaines, j'ai travaillé d'arrache-pied pour rattraper mon retard, la lumière de mon bureau restant allumée tard chaque soir. J'ai remonté la pente petit à petit, mais la fatigue était immense. Chaque contrôle, chaque dissertation, c'était un Everest à gravir. Le café est devenu mon meilleur allié et le personnel de la bibliothèque me saluait par mon prénom. Sacha est revenu à la maison après 3 jours d'observation, avec l'obligation de suivre une thérapie 2 fois par semaine. La thérapeute a expliqué qu'elle présentait des signes de troubles narcissiques avec des tendances antisociales et nous a prévenu qu'il faudrait des années de travail, nous invitant à garder les pieds sur terre. Elle nous a donné des brochures sur la dynamique familiale et les comportements à risque. Sacha a réintégré sa chambre sans un mot d'excuse. Nous faisions tout pour nous éviter, dressant des murs invisibles dans les pièces communes. Quand nous nous croisions dans le couloir, elle me lançait un regard vide, comme si je n'existais pas. Ça ne me dérangeait plus. J'avais déjà fait mon deuil d'une relation fraternelle depuis longtemps. La maison était coupée en deux univers sous le même toit. Mais Sacha n'en avait pas terminé avec sa méchanceté. Un jour, je l'ai surprise dans ma chambre, fouillant mes papiers d'inscription à la fac. Quand je l'ai prise sur le fait, elle a prétendu qu'elle cherchait simplement un stylo. Mais j'ai vu que ma lettre d'admission était toute froissée, son sceau officiel abîmé comme si elle l'avait serré très fort. Cette intrusion m'a glacée. Le soir même, j'ai installé un verrou à ma porte. Mes parents n'ont rien dit, comprenant d'eux-mêmes que c'était nécessaire. Ils savaient que nous avions besoin de limites, le temps que Sacha suive sa thérapie. Maman m'a même aidé à choisir un bon verrou solide, testant chaque modèle au magasin de bricolage pour trouver le plus fiable. Le bruit sec du verrou est devenu le son de la sécurité. Les mois suivants ont été tendus. Parfois, Sacha semblait redevenir normal, riait devant la télé et filait un coup de main en cuisine. Puis, souvent sans prévenir, la colère revenait. Sa thérapeute nous avait avertis. La guérison ne serait pas un long fleuve tranquille. Il fallait rester patient, mais surtout nous protéger. Les dîners en famille étaient devenus de véritables numéros d'équilibristes. J'ai fini par tout mettre sous clé. Ordinateur, papiers importants, objets auxquels je tenais, tout finissait dans le coffre chaque soir. Ça pouvait sembler excessif, mais je refusais de courir le moindre risque. Ce coffre m'offrait la tranquillité d'esprit nécessaire pour me consacrer à mes études. J'en avais mis le code à ma date d'anniversaire, une date que Sacha avait toujours détestée. C'était aussi une manière de reprendre le pouvoir. L'université a fini par confirmer le maintien de mon admission. Le jury m'a dit comprendre la situation et a salué mon honnêteté. Ils m'ont même proposé un accompagnement pour gérer le traumatisme familial. J'ai fondu en larmes en lisant leur message. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un immense soulagement. Mon avenir était de nouveau ouvert devant moi. L'horizon s'éclairait. La saison du bal de promo est arrivée et j'ai laissé l'excitation m'envahir. J'avais déniché une robe superbe en promotion et mon ami Aaron m'a proposé d'y aller avec lui, juste comme ami. Retrouver un projet normal à attendre, ça faisait un bien fou. Je me suis même surprise à fredonner en faisant mes devoirs. Un bonheur que je croyais perdu revenait tout doucement. Ma robe attendait sagement dans l'armoire, pleine de promesses pour la soirée du bal. Ce soir-là, alors que je finissais de me maquiller, un bruit sourd m'a fait sursauter.
En sortant de la chambre, j'ai découvert ma robe jetée à terre, éclaboussée d'une sorte de liquide qui avait tout l'air d'être de l'eau de Javel. Le tissu était fichu, de larges traces blanches avaient dévoré le bleu éclatant. Dans le couloir, la porte de la salle de bain de Sacha a claqué. L'odeur chimique m'a piqué les narines. Je suis restée plantée là, en fond de robe, à contempler le désastre, sentant tout l'enthousiasme de la soirée s'évanouir. J'avais envie de hurler, mais à la place, j'ai appelé Hélène. Elle est arrivée avec la robe de bal de sa fille, verte au lieu de bleu, mais elle m'allait à merveille. Pendant qu'elle me coiffait, j'ai tout fait pour retenir mes larmes. Elle m'a rassurée. « Tu es magnifique !» Et je voyais bien qu'elle le pensait. Ses gestes étaient tendres, appliqués, presque maternels. Comme si elle avait tout prévu, elle avait apporté des bijoux assortis. Au bal, personne ne s'est soucié que je ne porte pas la robe attendue. Aaron et moi avons dansé jusqu'à ne plus sentir nos pieds, et l'espace de quelques heures, j'ai pu oublier Sacha et les tensions de la maison. Je me suis sentie enfin comme une ado parmi les autres, à faire la fête avec mes amis. Le gymnase avait des allures de salle de bal, baigné de guirlandes lumineuses et de serpentins argentés. On a enchaîné les photos, cette fois avec de vrais sourires, pas ceux forcés des portraits de famille. En rentrant, j'ai croisé Sacha dans le salon. Elle a aperçu la robe verte, et j'ai vu son visage se décomposer. J'ai compris qu'elle espérait me voir en larmes, anéantie par sa petite vengeance. Au lieu de cela, je lui ai lancé un sourire et déclaré que j'avais passé une soirée formidable. Furieuse, elle s'est réfugiée dans sa chambre, la déception écrite sur son visage. Pour une fois, son plan avait fait chou blanc. La semaine suivante, sa thérapeute a réuni la famille. Elle nous a expliqué que Sacha avait reconnu l'histoire de la robe, parmi d'autres sabotages. La thérapeute a conseillé une prise en charge plus intensive, pourquoi pas en internat, pour que Sacha puisse se reconstruire loin de ses habitudes et de ses déclencheurs. Elle a précisé que la méthode actuelle ne suffisait pas. Mes parents étaient partagés, tiraillés entre le désir de l'aider et la peur de l'envoyer loin. La thérapeute a tenté de les rassurer, expliquant que la distance pouvait parfois être salutaire. Elle leur a laissé une pile de brochures sur des établissements spécialisés, des fascicules brillants pleins de promesses, avec des témoignages de familles apaisées par la séparation. Cette nuit-là, j'ai entendu mes parents se disputer. Maman voulait essayer l'internat. Papa culpabilisait en se disant qu'ils avaient raté quelque chose, qu'ils auraient dû voir les signes plus tôt. Il se renvoyait à la responsabilité. J'ai mis mon casque et tenté de me plonger dans mes devoirs, mais les équations de maths se sont vite noyées derrière mes larmes et leur voix, qui résonnaient même à travers la musique. Sacha a dû tout entendre aussi, car le lendemain, elle a annoncé d'elle-même qu'elle acceptait de partir en traitement. Elle a lâché qu'elle en avait assez d'être constamment en colère. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'air vraiment vidée, sans rien à cacher, les traits tirés par la fatigue et les yeux cernés. On aurait dit qu'elle avait rendu les armes, laissant place à une sorte de vide. Le lundi suivant, nous l'avons accompagnée au centre, à 3 heures de route, perdue entre les montagnes et les jardins. L'équipe sur place était à la fois douce et stricte. Ils nous ont expliqué que le séjour durerait au minimum 6 mois, avec une séance de thérapie familiale prévue chaque mois. Le bâtiment n'avait rien d'un hôpital. On aurait dit une maison de repos. D'autres familles étaient là aussi, à dire au revoir, chacune portant son lot d'épreuves. Sacha a embrassé nos parents, m'ignorant totalement. Ça m'allait très bien. Je n'avais pas besoin d'une réconciliation en larmes, juste qu'elle se soigne et qu'elle me laisse enfin tranquille. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti un soulagement que je n'avais plus connu depuis des années, regardant le centre disparaître dans le rétroviseur, les montagnes semblant prêtes à absorber la souffrance familiale. À la maison, le calme est revenu. J'ai pu réinvestir ma chambre, retrouver mes affaires sans crainte. Les dîners avec mes parents sont redevenus de vrais moments d'échange. Maman s'intéressait à nouveau à ma journée, posant de vraies questions, attentive à mes réponses. On s'est même remis à sortir les jeux de société certains soirs, réapprenant à vivre à 3. J'ai plongé dans la vie de terminale, comité du livre de l'année, soutien en maths pour les plus jeunes, mon admission à la fac en poche. Je pouvais enfin savourer le lycée. Petit à petit, les amis sont revenus, les tensions s'étant dissipées, et mon emploi du temps s'est rempli de tout ce qu'on attend d'une ado. Sessions de révision, soirées film, préparatifs pour l'université. La vie avait retrouvé ce côté délicieusement banal. La première séance de thérapie familiale n'a pas été simple. Sacha a dû faire face à ses actes, lire une liste insipide, visiblement à contre-cœur. La thérapeute a expliqué que reconnaître ses torts était le premier pas, même sans sincérité immédiate. La pièce sentait la lavande, mais l'atmosphère restait lourde. Chacun assis en cercle, une distance bien plus grande que quelques mètres. On s'y rendait chaque mois, comme prévu. Parfois, Sacha s'impliquait, parfois elle se renfermait dans le silence ou les regards noirs. La thérapeute nous apprenait à poser des limites, à mieux communiquer. Mes parents ont fini par admettre qu'ils avaient laissé trop de choses passer, éviter les confrontations. Chaque séance soulevait un pan du malaise familial. Maman pleurait souvent. Papa, lui, apprenait enfin à parler d'autre chose que de sa colère. De mon côté, j'ai appris à me défendre sans culpabiliser et j'ai commencé à consulter une thérapeute pour moi toute seule. Elle m'a aidé à comprendre que les problèmes de Sacha ne venaient pas de moi, que désirer une sœur n'avait rien provoqué. Il m'a fallu des mois pour l'intégrer, mais j'y suis arrivée. Son cabinet est devenu mon refuge, là où je pouvais enfin souffler et mettre des mots sur toutes ces années de peur et de confusion. L'année de terminale a filé, ponctuée d'activités et de moments forts. J'ai intégré la National Honor Society, décroché une bourse grâce à un essai sur le dépassement des épreuves familiales. Mes parents étaient à chaque cérémonie, fiers comme jamais.
Ils avaient appris à célébrer mes réussites sans arrière-pensée, et chaque projecteur, lors des remises de prix, venait réchauffer un peu plus mon visage. Chaque victoire m'appartenait enfin, libérée de l'ombre de la jalousie de Sacha. De son côté, elle avançait doucement dans sa thérapie. Ses lettres étaient redevenues plus posées et réfléchies, beaucoup moins agressives qu'avant. Petit à petit, elle commençait à reconnaître ses torts sans chercher de coupable ailleurs. Sa thérapeute nous assurait qu'elle progressait vraiment, tout en nous rappelant de ne pas espérer de miracle immédiat. La guérison n'est pas une destination, mais un chemin. Pourtant, pour la première fois, j'ai cru qu'un jour, j'aurais peut-être la sœur dont j'avais toujours rêvé, même si ce jour paraissait encore bien loin. Le jour de la remise des diplômes est arrivé plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je me suis levée à l'aube pour repasser ma toge et mon chapeau, ressentant la chaleur du tissu sous le fer. Mes parents étaient déjà dans la cuisine à préparer mes crêpes aux fraises, un rituel de mon enfance. Papa photographiait tout, même mon assiette à moitié vide, tandis que maman s'occupait de mes cheveux jusqu'à ce que je doive gentiment repousser ses mains. La cérémonie n'était qu'à 10 heures, mais nous sommes partis aux aurores parce que papa tenait absolument à avoir de bonnes places. Le parking du lycée débordait déjà de familles armées de bouquets et de ballons. J'ai retrouvé mes amis près du gymnase et on n'a pas arrêté de faire des selfies, comme si on voulait immortaliser chaque seconde. Tout le monde nous trouvait très adultes dans nos tenues de cérémonie. Pendant la remise des diplômes, j'ai cherché du regard mes parents. Je les ai repérés au 3e rang, maman déjà en larmes avant même le début. Hélène, assise juste à côté, l'appareil à la main, n'en perdait pas une miette. Quand mon nom a été prononcé pour la bourse, papa a poussé un cri de joie qui a fait se retourner toute la salle. Je n'ai ressenti aucune gêne, juste une immense fierté. Après la cérémonie, je les ai retrouvés dans la foule, et le câlin collectif a fait redoubler les larmes de maman. Hélène m'a tendu une enveloppe avec un chèque pour mes frais universitaires. J'ai protesté, mais elle a insisté, c'est pour ton avenir, un investissement. Papa, lui, a continué à mitrailler de photos jusqu'à ce que j'ai mal aux joues à force de sourire. Nous sommes allés déjeuner dans mon resto favori, et au beau milieu des entrées, le téléphone de maman a sonné. L'appel venait du centre de soins, Sacha voulait me parler. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 2 mois. Mes parents m'ont regardé avec des yeux pleins d'espoir, mais sans me forcer. Je suis sortie prendre l'appel au calme. Elle m'a félicité pour mon diplôme. Sa voix semblait transformée, apaisée, bien plus douce. Elle m'a demandé mes projets pour la fac et, pour la première fois depuis longtemps, elle m'a vraiment écoutée. Quand je lui ai parlé de la bourse, elle m'a dit « bravo », sans la moindre once d'ironie, avec une sincérité qui m'a touchée. La conversation n'a duré que 5 minutes, mais elle avait du poids. L'été a filé à toute vitesse entre les préparatifs et les achats pour la fac avec maman, qui a accumulé bien trop de paniers de douche. Papa m'a initié à l'entretien de la voiture dans l'allée, vidange, pression des pneus, démarrage avec des pinces, et il m'a fait recommencer chaque geste 2 fois. Hélène m'a organisé une fête de départ sur mesure, avec tous mes plats préférés. Avant mon départ, le centre de soins nous a appelés pour une séance familiale spéciale. Sacha avait quelque chose à nous dire. Un samedi, nous avons pris la route vers les montagnes, couvertes d'un vert éclatant sous le soleil d'été. Le bâtiment du centre me paraissait moins impressionnant, presque familier. Les familles bavardèrent tranquillement dans les jardins. Dans la salle de séance, Sacha avait meilleure mine. Elle avait repris du poids, le teint plus vivant. Elle a lu un texte, les mains tremblantes, mais déterminées. Cette fois, c'étaient de vraies excuses. Elle a cité des faits précis, reconnu la douleur qu'elle m'avait infligée, revisitant chaque souvenir, le vélo, l'ordinateur, la robe, avec une sincérité désarmante. Elle nous a expliqué qu'on lui avait diagnostiqué un trouble de la personnalité narcissique avec des traits borderline. Ce n'était pas une excuse, mais une explication. Elle apprenait à gérer ses émotions sans blesser les autres, sous le regard encourageant de la thérapeute. Quand elle a fini, un silence lourd s'est installé. Je ne lui ai pas pardonné, pas encore, mais je l'ai remercié pour ses excuses, et je lui ai dit que j'espérais que la thérapie continuerait de l'aider. C'était tout ce que je pouvais offrir à ce moment-là. La thérapeute m'a rassurée. Le pardon ne se force pas, il prend le temps qu'il faut. On a déjeuné dans un café voisin, Sacha accompagnée d'un membre du personnel. Elle a commandé une soupe et, pour une fois, l'a effectivement mangée. On a parlé de tout et de rien, des films, du temps. Quand elle m'a demandé avec qui je partageais ma chambre à la fac, je lui ai montré l'email et elle a trouvé que ma future colocataire avait l'air sympa d'après son profil Facebook. Le retour en voiture s'est fait dans un calme inhabituel. À l'avant, mes parents échangèrent des regards complices. Finalement, maman m'a dit qu'ils étaient fiers de la façon dont j'avais tout géré, que j'avais fait preuve d'une maturité remarquable. Papa a ajouté que je ne devais rien à Sacha, que mes sentiments étaient légitimes, quels qu'ils soient. 2 semaines avant le départ, en faisant mes cartons, je suis tombée sur une petite boîte cachée dans mon tiroir. À l'intérieur, un collier avec ma pierre de naissance. Le reçu indiquait que Sacha l'avait commandé via l'atelier créatif du centre. Un minuscule mot disait « Pour ton nouveau départ ». Je l'ai examiné longtemps. Je ne l'ai pas porté, mais je l'ai pris avec moi, en me disant que peut-être, un jour, je le mettrais, ou peut-être pas. Mais ce geste comptait, même si je n'étais pas encore prête à l'accepter pleinement. Je l'ai enveloppé dans du papier de soie et rangé dans ma boîte à bijoux. Les progrès venaient par petites touches. Le jour de mon emménagement à la résidence universitaire a été une vraie pagaille. Papa voulait tout porter tout seul jusqu'à ce que son dos le rappelle à l'ordre.
Maman a réorganisé ma chambre 3 fois sous le regard amusé de ma colocataire Kimberly et de ses parents. Le soir, notre chambre avait des airs de Bed Bath & Beyond après un cyclone, mais on s'y sentait déjà bien. Dire au revoir a été plus dur que prévu. Maman a fondu en larmes sur le parking. Papa n'en finissait pas de vérifier les pneus et de se racler la gorge. J'ai promis d'appeler chaque semaine et d'envoyer des messages tous les jours. Hélène, toujours prévoyante, m'avait déjà envoyé un colis de bienvenue arrivé avant moi. Des biscuits, du thé et un petit mot où elle me disait qu'elle était fière. L'université était à la hauteur de mes attentes. Des cours exigeants mais passionnants, des nuits blanches à réviser autour d'une pizza. Ma colocataire est vite devenue une vraie amie, surtout après avoir partagé notre aversion pour la nourriture de la cafétéria. J'ai intégré le club de course et fait de nouvelles rencontres. Personne ici ne connaissait mon histoire familiale. Et ça, c'était une liberté immense. La première fois que j'ai manqué une séance de thérapie familiale, ça m'a fait tout drôle. Maman m'a appelé ensuite pour me raconter comment ça s'était passé. Sacha allait mieux, elle prenait des initiatives sans qu'on le lui demande, elle aidait même les nouveaux à trouver leurs repères. La thérapeute parlait de vrais progrès. J'étais contente, mais aussi soulagée d'être à distance. Je suis rentrée à la maison pour la Toussaint et tout semblait différent, plus calme. Mes parents avaient refait la déco dans certaines pièces et organisé de maintenant des soirées-jeux avec des amis. Ils paraissaient plus heureux, comme s'ils respiraient enfin après avoir retenu leur souffle pendant des années. Maman a cuisiné comme si on était 20. Pour Thanksgiving, Sacha a eu droit à une sortie surveillée. Elle avait l'air tendue en arrivant, et on s'est tous retrouvés autour de la table, un peu comme des étrangers qui jouent à la famille. Mais petit à petit, la conversation s'est installée. Elle m'a posé des questions sur mes études, s'est vraiment intéressée à ce que je faisais en biologie, sans la moindre remarque blessante. Après le repas, elle a aidé à débarrasser spontanément. Quand maman a amené la tarte, Sacha a demandé la parole. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Je sais que je vous ai fait traverser des moments compliqués, mais je veux vraiment m'en sortir, même si ce n'est pas facile. Papa lui a tendu la main et l'a serré fort. Elle est repartie au centre le soir même, mais cette visite ressemblait à un vrai pas en avant. Je ne l'ai pas prise dans mes bras pour lui dire au revoir, je lui ai juste fait un signe depuis le perron. Petit pas. La thérapeute avait prévenu que la guérison ne serait pas un long fleuve tranquille, qu'il y aurait des hauts et des bas, mais qu'au moins, on avançait. L'hiver a apporté d'autres changements. Sacha avait fini la première phase de son traitement et allait maintenant dans un foyer de transition. Elle avait trouvé un petit boulot dans une librairie et suivait des cours en ligne au collège. Cette organisation semblait lui convenir. Il y avait des règles, des objectifs à atteindre. À une autre séance familiale, la thérapeute a parlé de réintégration. Sacha ne reviendrait pas vivre à la maison tout de suite, peut-être jamais, mais elle pourrait venir plus souvent, partager des dîners avec nous, assister aux événements familiaux à condition de prévenir. On avait tous besoin de limites, de repères pour se sentir en sécurité, et la thérapeute nous a aidés à les écrire noir sur blanc. Je suis retournée à la fac, avec un sentiment d'espoir prudent. Mes parents sont venus pour le week-end des parents, ont rencontré tous mes amis. Maman a mitraillé de photos, même mon dortoir en pagaille, et papa arborait fièrement mon sweat de la fac. Ils avaient vraiment l'air heureux, pour de vrai cette fois. Le semestre de printemps est passé à toute vitesse. J'ai été sur la liste d'honneur, invitée au programme d'excellence. Mes parents ont encadré la lettre, Hélène m'a fait livrer des fleurs, même Sacha m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était fière de moi. Chaque réussite était vraiment la mienne, sans arrière-pensée, sans peur que quelque chose gâche tout. Aux vacances de printemps, j'ai appris que Sacha était venue plusieurs fois. Mes parents disaient que les dîners se passaient bien, elle assumait ses actes en thérapie, travaillait sur la gestion de ses émotions, et son patron à la librairie appréciait son sérieux. De petites victoires, mais des victoires quand même. Maman restait neutre quand elle donnait des nouvelles. Ce mercredi-là, on a dîné ensemble. Sacha m'a demandé mes projets pour l'été et je lui ai parlé de mon stage de recherche. Ça a l'air génial, raconte. Elle posait de vraies questions, sans chercher à me piéger. Quand j'ai confié que j'étais un peu stressée, elle m'a rassurée. Tu vas t'en sortir, j'en suis certaine. Le repas s'est achevé tranquillement. Elle a aidé à remplir le lave-vaisselle, remercié maman pour le dîner, puis s'est éclipsée sans créer de malaise. Après son départ, mes parents m'ont regardée, attendant ma réaction. C'était bien, j'ai dit, et c'était vrai. Pas parfait, mais pas catastrophique non plus. Juste bien. Parfois, ça suffit. L'été a encore apporté de la stabilité. Je me suis plongée dans la recherche et j'ai adoré ça. Mes parents sont venus visiter le labo, ont tenté de comprendre mon projet sur le repliement des protéines. Sacha poursuivait sa thérapie et gardait son travail. On dînait tous ensemble une semaine sur 2. Les conversations devenaient plus fluides. Un soir, elle m'a demandé si on pouvait parler en privé. On s'est installé sur la terrasse, comme quand on était petite. Je sais que je t'ai volé des années. Je ne pourrai jamais te les rendre, mais je veux vraiment faire mieux à l'avenir. Je lui ai dit que j'appréciais, mais que la confiance prendrait du temps. Peut-être toujours. Je comprends, a-t-elle répondu. Avant la rentrée de ma 2e année, on a eu une dernière séance de thérapie familiale. La thérapeute a dit que Sacha avait fait des progrès impressionnants, mais qu'elle aurait toujours besoin de soutien. Elle avait appris à reconnaître ses déclencheurs et à mieux gérer ses réactions. Son trouble serait là, mais elle pouvait choisir comment il affectait les autres. Chacun avait fait sa part pour en arriver là. Je suis repartie à la fac, apaisée. Ma famille n'était pas parfaite, mais elle avançait sur le chemin de la guérison. Parfois, Sacha m'envoyait des messages ordinaires, une chanson qui lui plaisait, un livre qu'elle avait lu. Je répondais quand j'en avais envie. Aucune pression,
On trouvait peu à peu un rythme qui convenait à tout le monde. Ma deuxième année a apporté son lot de défis et d'opportunités. J'ai choisi officiellement ma spécialité, commencé la recherche avec un professeur. Mes parents appelaient toutes les semaines pour donner des nouvelles. Sacha suivait plus de cours et s'en sortait bien. Elle s'était fait quelques amis dans son groupe de thérapie, des petits pas vers une vie normale. À mon retour pour les vacances d'hiver, Sacha avait son propre studio près de la librairie. Elle nous a invités à dîner. Elle avait vraiment cuisiné. Les pâtes étaient trop cuites, mais personne n'a rien dit. Elle nous a montré son appart avec une vraie fierté. Tout était propre et rangé. Un vrai nouveau départ. On s'est offert nos cadeaux de Noël un peu timidement. Elle m'a donné une carte cadeau pour ma boutique préférée. Un choix sûr, pratique. Je lui ai offert un carnet pour sa thérapie, tout aussi prudent. Mais on faisait chacun un effort, et c'était ça qui comptait. Maman a pris des photos de nous sur le canapé, pas encore parfaitement à l'aise, mais sans hostilité non plus. Le reste des vacances s'est écoulé dans une ambiance sereine. Les repas familiaux se sont déroulés sans incident. Sacha est venu à la fête d'un ami du lycée, a eu un comportement irréprochable, et s'est même laissé aller à rire aux blagues pas terribles d'Aaron. Quand quelqu'un nous a demandé où on en était toutes les deux, on a simplement répondu que c'était compliqué, mais qu'il y avait du progrès. C'était la vérité. Un après-midi, je l'ai aidé à déplacer des meubles, rien que nous deux dans son appartement. Elle avait mis un peu de musique, on travaillait sans échanger beaucoup de mots. Une fois tout en place, elle a préparé du thé et on s'est installé sur son nouveau canapé. Elle m'a dit « Merci de me laisser une chance. Je sais que je ne la mérite pas vraiment, mais ça compte beaucoup pour moi. » Je lui ai parlé de mes amis à la fac, de mes cours, et elle a écouté sans m'interrompre ni essayer de se comparer. Quand j'ai évoqué mes galères en chimie organique, elle s'est proposée pour m'aider. Elle avait suivi cette matière au lycée et s'en était très bien sortie. On a passé 1 heure à revoir mes notes. Elle s'est montrée patiente et pédagogue. Ce soir-là, j'ai parlé de ce soutien scolaire à mes parents. Ils se sont échangés un regard un peu surpris. Ma mère a trouvé ça super, mon père m'a rappelé de faire attention. J'ai répondu que je savais, mais qu'on pouvait peut-être se donner un peu plus de marge, à condition que chacun reste vigilant. La thérapeute avait dit qu'il fallait rester souple. Le semestre du printemps a commencé sur une note plus légère. Avec Sacha, on s'échangeait régulièrement des messages sur les devoirs de chimie. Elle m'envoyait des vidéos, des exercices, et mes notes sont remontées de 10 à 14,5. Je l'ai remerciée, et elle m'a confié que ça lui faisait du bien de m'aider, qu'elle avait enfin l'impression d'être utile. Petit à petit, on a pris l'habitude de s'écrire chaque semaine à propos des cours et de se faire un appel vidéo par mois pour les points plus compliqués. Elle respectait toujours mes limites. Elle ne cherchait jamais à aller plus loin que ce que je proposais, et quand je mettais du temps à répondre, elle attendait sans jamais m'en tenir rigueur. Cette attention à mes besoins était nouvelle et touchante. À la fin de ma 2e année, notre relation s'était apaisée. On n'était pas fusionnels, mais ça fonctionnait. On pouvait passer du temps ensemble sans tension, discuter sans malaise. Elle est venue à ma cérémonie de remise de prix, m'a applaudi sincèrement, sans chercher à attirer l'attention. Pas de drame, juste du soutien. Cet été-là, je suis partie étudier en Espagne. Sacha m'a aidée à préparer ma valise et m'a donné plein de conseils pour le voyage. Elle qui avait vécu un semestre à l'étranger avant que les choses ne dégénèrent entre nous. Ses astuces sur la vie en famille d'accueil et le choc culturel m'ont été très utiles. On s'est dit au revoir à l'aéroport. Une étreinte courte mais sincère. Maman avait les larmes aux yeux. De joie cette fois. J'ai envoyé des cartes postales à tout le monde, y compris à Sacha, qui m'a avoué plus tard les avoir gardées précieusement dans une boîte. À mon retour, elle voulait tout savoir. Écouter mes anecdotes, voir les photos, poser des questions sur mes recherches là-bas, et elle se souvenait de détails de nos échanges précédents. Ce jour-là, elle s'est comportée tout simplement comme une sœur normale. La 3e année est arrivée, il a fallu préparer les dossiers de master. Sacha m'a proposé de relire mes lettres de motivation. J'étais un peu réticente au début, puis j'ai accepté. Elle m'a fait des remarques pertinentes, sans chercher à critiquer pour critiquer, et elle a même repéré des fautes que je n'avais pas vues. Quand les entretiens sont arrivés, elle m'a aidée à me préparer, toujours bienveillante, jamais dans la compétition. La thérapie avait fait son chemin. Elle n'était pas devenue parfaite, mais elle avait appris à avancer sans tout casser autour d'elle. Il lui arrivait encore d'avoir un accès de jalousie. Je sentais parfois revenir l'ancienne Sacha à l'annonce d'une bonne nouvelle, mais elle savait se reprendre et s'excuser. Un vrai changement, construit pas à pas. Quand sont tombées les réponses des écoles, elle était vraiment heureuse pour moi, sans inventer de maladies ou de problèmes mystérieux, juste des félicitations et beaucoup d'intérêt pour le programme que je choisissais. Elle a même proposé de m'aider à déménager le moment venu. J'ai dit qu'on verrait, mais que ça me touchait. La dernière année a filé à toute allure, rythmée par les préparatifs pour l'avenir. Sacha est venue à la remise de diplôme, discrète, installée avec mes parents, applaudissant au bon moment, prenant des photos si je le demandais, et m'offrant une carte avec un mot simple mais sincère où elle disait être fière de moi. Cette fois, je l'ai cru. Cet été-là, on a passé plus de temps ensemble qu'on ne l'avait fait depuis des années. Elle m'a aidé à chercher un appartement dans ma nouvelle ville, m'a emmené chez Ikea pour les meubles, monté des étagères sans râler. On a même ri pour de vrai, pas des rires gênés ou forcés, juste parce que c'était drôle sur le moment. La veille de mon départ, elle m'a demandé « Tu crois qu'un jour, on pourra être de vraies sœurs? Pas maintenant, mais peut-être plus tard, quand le temps et la confiance auraient fait leur travail. » J'ai répondu que c'était possible, que j'avais envie d'y croire, mais sans rien promettre. Elle a trouvé ça juste, même plus que ce qu'elle méritait. On a chargé le camion ensemble, mes parents émus mais essayant de faire bonne figure.
Sacha présente et efficace. Au moment de partir, elle m'a tendu un petit cadeau. Une photo de nous deux, enfants, avant que tout ne bascule. 2 gamines qui souriaient à l'objectif, sans savoir ce que l'avenir leur réservait. Je l'ai accrochée dans mon nouvel appart, pas sous mon nez mais là, à portée de regard. Comme un rappel que les gens peuvent changer, que les familles peuvent se réparer malgré les blessures, et que le pardon reste possible, même quand ça prend du temps. La photo fait face à mon bureau, là où, en travaillant, je revois ces 2 petites filles qui méritaient mieux. Aujourd'hui, Sacha et moi, on s'écrit régulièrement, pas tous les jours, mais de façon constante. Elle me raconte son boulot, ses cours, je partage mes anecdotes de la fac. On reconstruit quelque chose, sur les ruines de ce qui a été détruit. Ce n'est pas parfait, c'est fragile, mais c'est à nous. Peut-être que ça suffit, pour l'instant. Avec le recul, je mesure tout le chemin parcouru, depuis cette fête affreuse où j'ai arraché sa perruque jusqu'à aujourd'hui. Des années de thérapie, d'efforts, de souffrance, mais aussi de progrès. Mes parents apprennent à voir les choses autrement. Sacha apprend à vivre sans tout casser. Et moi, j'apprends à me protéger tout en gardant la porte ouverte. Nous ne sommes pas la famille idéale qu'on aurait pu être. Il y a trop de casse pour ça. Mais on est devenu la famille qu'on a choisie, et c'est déjà beaucoup. Marqué, certes, mais en train de se reconstruire, nous avançons avec précaution, portés par l'espoir, jour après jour, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et pour l'instant, cela nous suffit.